Bonjour, ici je vais voir une petite vidéo qui va concerner le calcul du rayon de la trajectoire d'une charge Q euh, en association avec une influence d'une bobine, c'est-à-dire dans lequel on va créer un champ électrique B au travers d'un courant qui va traverser des spires. Je rappelle que le courant dans une spire crée, le courant dans un fil conducteur électrique, créer un petit champ. Bon, pour avoir augmenté les champs, il faut faire des spires. On a un petit champ ici, plus un petit champ là, 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 donne un plus grand champ. Donc le fait de faire des spires augmente le champ de chaque fil conducteur, puisqu'on l'a entouré, on l'a bobiné, si vous voulez, on a fait une bobine. Voilà. Donc alors on sait contrôler ce champ magnétique au travers du courant. Le champ magnétique, on peut contrôler ce champ magnétique B. Bien sûr, il y a une règle pour trouver le nord et le sud. Le champ magnétique, il va du nord au sud. Voilà, si je tourne dans le sens horlogique, ce sera et que je fais rentrer un tire-bouchon. Hein, si je suis le courant et qui tourne dans le sens de faire rentrer une vis, ce sera le nord. Voilà. Et si maintenant je suis le courant ici et que ça a tendance à faire, le courant a tendance à faire sortir une vis comme si on devait dévisser, eh bien ça sera le sud. Et alors l'induction ira du nord au sud. Voilà. Et donc ça veut dire qu'ici je sais contrôler l'induction, je peux augmenter l'induction avec un courant. Supposons que je sais faire varier un courant, hein, je fais varier un courant au travers d'une résistance, eh bien peux faire varier le champ dans la bobine. Voilà. Et donc ici, par exemple, j'ai pris nord-sud, mais j'aurais pu... Les lignes de champ vont du nord au sud, à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils vont du sud au nord. Voilà. Nord-sud, nord-sud. Voilà. Bon, et alors, le vecteur champ B, il est puisque le champ B, c'est un vecteur, il est tangent aux lignes de champ. En tout point, il est tangent en tout point aux lignes de champ. Voilà, ça c'est pour la petite histoire des champs. Donc sachez qu'il y a juste une bobine et que je vais appliquer une petite intensité. C'est une petite intensité de, euh, on va dire, 0,3 Tesla. 0,3 Tesla. Alors, ici, ça veut dire il va y avoir une influence entre une charge Q et qui est une charge électrique et l'influence d'un champ magnétique. Champ, je ne sais pas s'il faut un S. Bon, comme je ne suis pas sûr, je ne vais pas mettre de S. Je n'en suis pas sûr parce qu'il y a les champs voilà, agricoles et les champs magnétiques. Bon, voilà, les champs. Donc, le champ, c'est une zone d'influence où il y a des forces magnétiques. Bon. Et donc, ici, on va avoir une charge électrique et un champ magnétique. Donc, il va y avoir une influence entre les deux. Donc, il va y avoir, si vous voulez, un mariage électromagnétique. Bon. Ce qu'il y a ici, là, je vais chercher le rayon de la trajectoire. Rayon de la trajectoire effectué par une charge au travers de l'influence d'une bobine. Alors, le rayon de la trajectoire va varier en fonction de, bien sûr, de l'intensité du champ. Alors, c'est le but de la vidéo ici. Je vais montrer ça. On va voir ce rayon de trajectoire là. Combien vaut-il si maintenant je place comment je place une particule ayant 3 méga électronvolts. 3 méga électronvolts. Voilà. Avec, on va dire, une énergie cinétique de 3 méga électronvolts. Donc, la particule a une énergie cinétique de 3 méga électronvolts. Bon, alors ça, je vais vous dire tout de suite. On a une particule Q qui va être animée d'une certaine vitesse. La particule Q aura une certaine vitesse et donc fatalement une trajectoire. Et la trajectoire sera
on va dire, une trajectoire circulaire. Donc, quand on a... Et ça, il y a quelqu'un qui a étudié ça. Alors, je vous rappelle que dans les champs électrostatiques, on sait bien qu'on a la force électrostatique va dépendre d'une constante K fois les charges en présence sur R carré. Ça, c'est ce qu'on appelle les forces de Coulomb. Force de Coulomb. C'est une force de nature coulombienne due aux charges, aux présences de charges. Maintenant, je peux avoir la force magnétique, hein, force de Laplace qui est égale à BLI. Donc, B, c'est vectoriel, hein, c'est vectoriel. Donc, ça, c'est un produit vectoriel. Alors ici, j'ai oublié mon vecteur de base, U. Ici, c'est un produit bon, de charges qui sont des scalaires. Par contre, si c'est B, I, L vers B. Voilà. I étant pris comme un temps un scalaire, le courant. Et ça, c'est la longueur, et ça, c'est le champ d'induction magnétique. Et donc, il y a la loi, hein, la loi F égale BLI, qui va, ici, le produit vectoriel va donner un vecteur. Et donc, par exemple, si le courant, je prends le courant, c'est l'index, règle de la main droite, par exemple. Si c'est la main droite, parce que je peux le faire avec la main gauche, mais là, ça va, il faut changer, je veux dire, l'index, ça va être l'induction. Hein, on va voir l'index. Attention que c'est la main droite, je rappelle, hein, main droite. L'index, on a l'index ici, qui va donner la notion de I fois L, qui est le courant, en fait, c'est plutôt I, hein, I, parce que L est un vecteur, hein, donc il faut associer I et L pour avoir le vecteur, IL. Voilà, IL, mais ici on dit plus I. Donc on l'associe en tant que vecteur, mais c'est un scalaire, voilà, mais c'est plutôt IL. Voilà, le courant, le sens du courant, ce doigt-ci qui est le majeur, va donner, comment on appelle ça, l'induction. Donc fatalement, il reste donc l'index, le majeur et le pouce. L'index, le courant, c'est la main droite, hein. Courant, ici c'est le courant, le champ d'induction, et ici c'est la force de Laplace. Donc la force de Laplace sera comme ceci. Voilà. Alors que là, ici, pour les forces coulombiennes, si j'ai deux charges, Q1 et Q2, on a soit des attractions, des répulsions. Bien sûr, des attractions, si les charges sont de sens contraire, plus, moins ou moins plus, et des répulsions, si, dans ce cas-ci, c'est une répulsion, hein, j'ai choisi une répulsion en exemple, si les charges sont de nature différente, plus, moins et moins plus, ou moins plus, moins ou moins plus, et si ça va s'attirer si c'est plus moins ou moins plus, s'attirer moins, si j'ai moins et plus, ça s'attire, donc c'est dans le sens contraire, ça s'attire. Si j'ai plus et moins, les forces s'attirent, mais si maintenant j'ai plus, comme dans ce cas-ci, ça va se repousser. Et si j'ai moins, ça se repousse. Alors, je rappelle qu'il y a la loi similaire pour l'électromagnétisme. Nord-nord, ça se repousse. Si j'ai une bobine comme ceci, voilà, et que j'arrive à mettre du nord ici, du nord, ça va se repousser. Si je mets du sud-sud, ça va se repousser. Nord-sud, ça va s'attirer. Sud-nord, ça va s'attirer. Voilà, il y a un petit peu une loi similaire en magnétisme, en électromagnétisme, parce que pas confondre magnétisme et électromagnétisme. Électromagnétisme, c'est artificiel. Voilà, on peut avoir du magnétisme artificiel, voilà, créé en usine, hein, des aimants créés en usine, mais le magnétisme, c'est l'aimantation, alors que l'électromagnétisme, ce sont les électroaimants. Hein, les électroaimants faits avec c'est des bobines, on fait passer des courants dans des spires pour avoir un champ magnétique artificiel. Voilà, alors qu'il existe des matériaux qui sont magnétiques naturellement.
et on est ancré en usine artificiellement. Alors pas confondre le magnétisme et l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, on entend électro, donc il y a de l'électricité associée à du magnétisme. Voilà, donc on a la force de Coulomb, force de Laplace, force de Coulomb, force de Laplace. Et ici, je vais voir une troisième force, qui est la force qu'on retrouve aussi en association avec une charge euh, ayant une certaine vitesse dans un champ magnétique B, qui est la force de Lorentz. Ça, c'est Laplace, et ça, c'est Lorentz. Voilà. Donc ici, c'est tout simplement un courant qui parcourt un conducteur d'une certaine longueur où il y a l'existence d'un champ magnétique. Par exemple, ici, la force de Laplace, je vais prendre un U, un aimant en U. Voilà. Je vais mettre le nord ici. Voilà. Et je vais mettre le sud ici. Alors, ça veut dire qu'on a le champ magnétique nord-sud, comme ceci. Si maintenant vous mettez un fil conducteur comme ceci, le courant va aller dans ce sens-là, hein, et bien vous appliquez la loi de Laplace, enfin le vecteur de Laplace, la règle mnémotechnique avec... en fait ce sont des lois vectorielles, hein, donc en fait il n'y a pas besoin de faire les règles de trois doigts de là. Parce qu'on sait bien que si je fais U fois V, ça fait W. On comprend que si on a le vecteur U et V comme ceci, bien on sait bien qu'on aura d'office le vecteur W comme ceci. Ça vient du produit vectoriel. Il est perpendiculaire au plan formé par... quand on déplace le U vers le V, eh bien, c'est comme si on déplaçait un tire-bouchon vers le haut. On tourne un tire-bouchon de U vers V, ben, le tire-bouchon va monter. Donc U fois V fait W. Ici, c'est un peu la même chose. Mais ici, bon, on fait des règles mémotechniques. Bon, c'est pas un problème. Je veux dire, règle du tire-bouchon, la règle de la main droite, main gauche, parce qu'on peut aussi associer à la main gauche, mais il faut regarder à ce moment-là qu'est-ce qui est valable. Je vais le faire tout de suite avec la main gauche. Ici, j'ai I pour l'index. L'induction, il est vers le bas. Et je vais dire, je peux avoir la force de Laplace dans ce sens-là. Donc la force de Laplace aura que deux possibilités, ici, dans ce cas-ci. Soit dans ce sens-là, ou soit dans le sens contraire. Alors pour l'avoir dans le sens contraire, il faut inverser le courant. Si j'inverse le courant, mais vous allez avoir la force de Laplace dans l'autre sens. Maintenant, si je garde ce courant-là, pour avoir une force de Laplace dans ce sens-là, il faut que j'inverse l'induction. Donc j'inverse le nord et le sud ici. Je vais remettre le nord là et le sud là. Voilà. Donc il y a que deux possibilités de la force de Laplace ici dans ce cas-ci, soit à droite, soit à gauche. Donc il sera à droite si, il sera comme ceci à droite si j'ai ça, le courant comme ceci et l'induction comme ça. Donc il sera vers la droite. Si j'inverse maintenant, j'inverse, je vais mettre le courant comme ça, ben on aura le courant, l'induction et la force. La force va se retrouver par là, la force de Laplace. Donc, soit il va dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Maintenant, si je garde le courant comme ceci, dans ce sens-là, et que je mets l'induction par là, ben, la force va passer par là. Mais si je mets l'induction par là, ben, la force va se retrouver par là. Alors, on a deux possibilités. La force, elle peut être là-bas ou là-bas. En fonction de l'inversion du courant ou de l'induction. Je peux inverser soit le courant ou l'induction. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, et d'ailleurs les forces de Laplace, c'est ce qu'on retrouve dans les moteurs. Hein. Et pas confondre les forces de Laplace, pas confondre un moteur et un alternateur. Parce que le moteur, c'est une transformation d'énergie électrique vers mécanique. Hein. Donc on aura des forces de Laplace pour un moteur. Alors que pour un, comment est-ce qu'on appelle ça, un générateur, on aura une spire, comme ceci, avec des collecteurs ici. On aura des bacs collectrices. Hein. Voilà. Et là, on joue sur une surface qui est là, avec des pôles qui sont ici, par exemple, un pôle nord et un pôle sud, par exemple. Hein. J'aurais pu mettre pôle sud,
pôle nord, pôle sud, ou pôle sud, pôle nord. Ça veut dire qu'ici l'induction, elle est comme ça constante. B. Et alors, ici, on a une surface qui va brasser une induction, et on va sortir une variation de flux. On va sortir une variation de flux, et là, on va collecter au bord du collecteur une force électromotrice qui est égale à la variation de flux. Je rappelle que dans une spire, hein, si on a une petite surface, si on a un vecteur d'induction B, ben on sait bien que le flux c'est égal à B fois S fois le cosinus. Je rappelle que le flux c'est un scalaire, B fois S fois cosinus phi, phi étant l'angle entre la normale à la surface et le vecteur induction. Ce qui veut dire que dans un alternateur ou un générateur, qu'est-ce que j'ai? Ben, si l'induction est comme ceci constante, j'ai le nord-sud comme ici, une bobine à droite, une bobine à gauche, l'une qui joue le rôle pôle nord et pôle sud. Mais on comprend que la spire qui va pivoter en faisant, voilà le plan de la spire, hein, elle va pivoter comme ceci. On voit bien qu'il y a des angles qui vont intervenir. Différents angles. Voilà, ça c'est la spire ici, la spire ici qu'on regarde de face, si vous voulez. Je regarde de face. Mais la spire, elle va jouer dans ce sens comme ceci. Ça veut dire que la variation de flux va être variable parce que on a le flux, la variation de flux qui est égale à B qui est constant. Puisque du pôle nord au pôle sud, on n'a pas changé les bobines, c'est toujours deux bobines qu'on a mis comme ceci. Nord-sud qui a toujours la même direction. La surface, elle va changer, non pas au niveau de la surface, de la valeur de la surface, mais au niveau du cosinus de l'angle phi. Et donc, vous comprendrez qu'ici, comme le phi est variable, on a un delta phi. À un moment donné, quand on est comme ceci, parallèle au AB, quand ils sont tous les deux parallèles, le flux vaut 0. Donc cosinus phi, cosinus de 0, ça fait 1. Donc le flux est maximum quand il est parallèle, et il sera nul quand il sera cosinus phi. Et quand il sera nul quand il sera perpendiculaire. Voilà. Le flux sera nul quand il sera perpendiculaire. Donc nul, 0, nul, maximum, nul, maximum, voilà. Maximum quand il vaudra 1 et nul quand il vaudra 0. Et une fois B fois le flux, variation de flux vaudra B fois S fois 1. B fois S fois 1 quand il sera maximum et B fois S fois 0 quand il sera nul. Donc B fois S fois 1 quand il sera maximum. Ouais, quand il sera de l'autre côté, il vaudra moins 1. Parce que c'est 0, 1, 0, moins 1. 0, 1, 0, moins 1. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, on aura B fois S fois 1 en maximum. Puis il va repasser en B fois S 0. Et bien sûr, l'angle varie. Hein, il va passer de 0 à 90 en passant par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 90 bien sûr. Donc fatalement, on a une variation comme ceci. Puis on a une variation comme ceci, puis une variation comme ceci. Voilà. Et là, on aura une variation de flux en fonction du temps. Et donc, qui dit variation de flux, on a la loi de Lenz, on récolte une force électromotrice ici. Voilà. Et ça, c'est le principe de l'alternateur, puisque c'est moins dφ sur dt, sur delta t. Donc quand on a une variation de flux, mais on a une force électromotrice. Mais il faut une variation, parce que si le flux est constant, on n'a pas de force électromotrice. C'est vraiment une variation en fonction du temps pour avoir une force électromotrice. Et ça, c'est le principe, si vous voulez, des générateurs. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, moi, on s'est un peu éloigné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la force de Lorentz, parce que je vais utiliser ici, pour chercher la rayon de la trajectoire de la particule, eh bien, j'ai besoin de la force de Lorentz. Alors, la force de Lorentz, là aussi, c'est un principe vectoriel. Hein. On sait bien que on a Q, V vers B. Mais là, le problème, c'est que les charges peuvent avoir une charge soit positive, ou soit négative. Bon, je vais traiter les deux cas de figure.
Bon, si j'ai un cas de figure de charge positive, je vais avoir ceci. Donc, on aura Q, V, je rappelle que c'est la vitesse, B c'est l'induction, et Q c'est la charge. Donc, on a un mariage d'une charge électrique avec un champ magnétique, en présence d'un champ magnétique au travers de bobines. Voilà. Donc ici, supposons que la charge est positive, qui est positif. Si je fais V vers B, ben on sait bien que c'est V vers B va donner un produit vectoriel. Bien sûr, il y a un angle alpha. La force de Lorentz sera comme ceci. Ça, c'est l'induction B. Il y a un angle, hein, voilà, entre V et B, il y a un angle. Voilà, mais ça, c'est Q est positif. Mais si Q est négatif, ouais, j'ai toujours V et B. La force de Lorentz, elle est dirigée par là, mais comme la charge est négative, ça va donner une force de Lorentz contraire. Donc on a deux possibilités, soit vers le haut ou vers le bas. Pourquoi? Parce qu'ici on a une charge négative. Alors qu'est-ce que un exemple de charge positive, c'est le proton. Un exemple de charge négative, c'est l'électron. Voilà. Donc moi je vais partir à partir d'une charge qui est un proton, une charge positive. Voilà. Donc je vais chercher la trajectoire d'une charge positive qui est animée d'une certaine vitesse, un proton qui est animé d'une certaine vitesse, dont la masse de proton est ici, hein, 1,6726 fois 10 exposant moins 27 kg. Et maintenant je vais rechercher que vaut le rayon de la trajectoire. Et il va dépendre de quoi? Vous comprendrez que le rayon de la trajectoire va dépendre de l'induction. Hein. Ça va d'office. Hein. C'est le champ d'induction, donc c'est pour ça qu'ils vont mettre des bobines. C'est pour faire varier, je veux dire, le rayon de la trajectoire. Bon, on va calculer ça. Donc il existe des forces de Laplace, hein, force de Laplace qui est associée à un courant dans un conducteur au travers d'un champ magnétique. Hein, le champ magnétique est peut-être une bobine ou un aimant en U ou des aimants, hein, soit un aimant ou un électroaimant. Je peux mettre des électroaimants. Tantôt j'ai mis un U, j'ai placé un U, mais j'aurais pu mettre un électroaimant. Donc la force de Laplace, c'est quand on a un champ magnétique et un courant dans un conducteur de longueur L. La force de Coulomb, c'est quand on a deux charges qui sont séparées l'une de l'autre et qui s'influencent l'une par rapport à l'autre. Et les forces de Lorentz, ben, c'est quand on a une charge qui est animée d'une certaine vitesse au travers d'un champ magnétique, la présence d'un champ magnétique B. Voilà. Et grâce à ceci, vous allez me dire, est-ce qu'il y a moyen de trouver le rayon? Ben oui, le rayon n'apparaît pas ici, mais je peux le faire apparaître, vous allez voir tout de suite comment. Alors maintenant, je vais choisir aussi, je vais faire en sorte que le vecteur vitesse et le champ d'induction sont perpendiculaires. Alors, je rappelle que le produit scalaire, U fois V donne un scalaire. C'est la norme de U fois la norme de V fois la norme, fois et le produit vectoriel, c'est U vecteur V, ça va donner un vecteur W qui est la norme en norme. Si je veux calculer celui-ci en norme, W, ce sera norme de U fois la norme de V. Là, ça c'est un vecteur, hein, mais si je le calcule en norme, c'est U fois V fois, et là intervient des sinus et des cosinus. Bon, alors ici normalement le produit scalaire c'est tantôt j'ai fait B fois S cosinus phi, c'était le flux. Eh bien ça c'est un produit scalaire, c'est B fois S, c'est un produit scalaire, B fois S. Donc le produit scalaire va donner cosinus phi, alors que le produit vectoriel va donner un sinus phi. Voilà. Mais maintenant si phi vaut 90, si phi vaut 0, la norme vaut 0, mais si phi vaut 90, sinus phi est maximum. Il vaut 1. Donc U fois V sera maximum. Alors, maintenant, on va regarder après ça. Je vais faire en sorte que la vitesse et le champ soient perpendiculaires. Je vais faire en sorte que la vitesse de la particule qui est un proton et le champ
soit perpendiculaire. De manière à ce que j'ai plus que la force de Lorentz qui est égale à, en norme, QVB. Parce que le sinus vaut, je rappelle que c'est QV vectoriel B pour la force de Lorentz, ça c'est pour la force de vectorielle, mais qu'en norme ça fait QVB sinus de phi. Mais sinus, je vous ai pris le vecteur V et B sont à un angle qui font 90 degrés. Et B, je vous rappelle que c'est créé par une bobine, des bobines. Voilà, des bobines. Une bobine. Voilà. Donc ici, on a le. Je vous ai dit que l'induction B valait. Je vais prendre une induction B de 0,3 Tesla. Hein, c'est comme j'ai mis dans l'énoncé. 0,3 Tesla pour le champ magnétique. Voilà. La charge électrique, on la connaît, c'est 1,6 Q. C'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Alors, l'énergie cinétique, c'est 3 méga électronvolts. Donc je vais remettre en joules, bien sûr. Alors, l'énergie cinétique, 3 méga électronvolts, ce qui fait fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs, ce qui fait, j'aurai la réponse en joules. Le total sera en joules. Parce que électronvolt, c'est l'énergie d'un électron fois, voilà, ouais, 3 méga électronvolts. Donc 3 mégas, je m'excuse, 3 mégas c'est 3 fois 10 exposant 6. 3 méga électronvolts. Alors ça fait l'énergie d'un électron fois 3 mégas, si vous voulez. C'est pour ça qu'on dit 3 méga électronvolts. C'est la charge d'un électron fois 3 mégas. Ouais, 3 mégas, parce que 3 gigas c'est 10 exposant 9. C'est 3 mégas électronvolts. Électronvolt c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Comme il y a 3 mégas électronvolts, c'est 3 mégas. Et là je l'ai en joules, en faisant le calcul là. Bon, donc ici, je connais l'induction du champ magnétique de la bobine, je connais la charge Q du proton, qui est positif, hein, puisque c'est un proton. Voilà, et je connais la masse du proton. La masse du proton, j'ai été chercher sur internet, et ça vaut ceci, 1,67, 26, 219, 10 moins 27 kg. 10 moins 27 kg. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais on a la force de la place, qui vaut QVB si V et B sont perpendiculaires. Voilà, j'ai la force de la place. Mais avec ça, je n'ai pas le rayon. Or, je cherche le rayon de la trajectoire. Le rayon de la trajectoire du proton. Alors, comment faire pour calculer ça? Eh bien, tout simplement par les équilibres de force. On sait bien que la particule va être, on va dire, la particule va être en équilibre avec une force centrifuge dans un système non inertiel. Dans un système non inertiel. Et donc, j'aurai une force centrifuge. Et cette force centrifuge, on sait bien que elle va s'équilibrer avec la force de Newton. Force de Newton qui est F égale. Voilà, donc il y a la force de Lorentz ici. Ça, c'est la force de Lorentz. Qui va s'équilibrer avec la force de Newton. Et la force de Newton, c'est F égale MA. Alors, je rappelle que ça, c'est l'accélération. On aura une force centrifuge. En fait, c'est la force centrifuge. Hein. On aura une force centrifuge de Newton. MA. F égale MA, c'est le principe de la dynamique de Newton, donc c'est pour ça que je dis force de Newton. On aura une force centrifuge, c'est la force centrifuge dirigée dans le sens opposé et d'intensité égale à la force de Lorentz. Hein. On aura un équilibre, donc c'est pour ça qu'elle permettra d'avoir une trajectoire et de ne pas tomber. Donc une trajectoire circulaire. Voilà. Donc on aura MA. MA, mais la A, c'est l'accélération centrifuge qui vaut V carré sur R. Et voilà que j'ai le rayon. Connaissant la masse du proton, je peux trouver le rayon de la trajectoire. Voilà. Puisque la vitesse est connue, le champ d'induction est connu, la charge du proton est connue, Q+, est connue. Voilà, il ne me reste plus qu'à chercher le rayon de la trajectoire. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, donc je vais calculer ça. C'est QVB est égal à masse du proton fois V carré sur le rayon de la trajectoire de la particule qui est le proton. Alors, je vais chercher le rayon, parce que c'est le but de chercher le rayon. Le rayon de la trajectoire est égal à mv carré sur
MVB, ce qui veut dire qu'on a MV sur QB. Alors, qu'est-ce que c'est que le rayon de la trajectoire? En fait, le rayon de la trajectoire voudra exactement la quantité de mouvement P sur l'influence de la charge et du champ magnétique. QB. Bon, maintenant vous allez me dire, oh, mais la vitesse on n'a pas. Mais on connaît l'énergie cinétique. Or, l'énergie cinétique, on sait bien que c'est 1 demi mv carré. Donc je peux trouver le V, puisque je connais l'énergie cinétique qui vaut, je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie cinétique c'est 3 fois 10 exposant 6 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules. Donc connaissant ceci, je peux trouver la vitesse. Bon, alors, je vais remettre tout ça en ordre. Donc l'énergie cinétique vaudra quoi? La vitesse vaudra 2 fois l'énergie cinétique sur m. Ça c'est v carré, mais pour avoir v, il faudra prendre la racine carrée. Voilà que vous la racine. Voilà, de ceci je tire la vitesse. Ah ben, maintenant, on va calculer ça. Donc c'est mv sur qb. On va calculer tout ça. Et je vais remplacer par les valeurs pour trouver le rayon de la trajectoire. Alors, on a dit que le rayon de la trajectoire vaut mv sur qb. Mais mv, on a dit que c'est racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique sur m. Le tout sur q fois b. Bon, on va remplacer par toutes les valeurs possibles imaginables. On va calculer ça. Bon, la masse de protons, elle vaut 1,67 26 219 fois 10 exposant moins 27 kg. Fois la racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique, on a dit que c'était 3 méga électronvolts. 3, là je vais calculer le rayon de la trajectoire. 3 mégas, c'est 3 fois 10 exposant 6 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Là, et là, je vais diviser par la charge du proton qui vaut aussi 1, elle est juste positive par rapport à l'électron. L'électron est négatif, voilà, ils ont tous les deux la même charge. C'est la plus petite charge électrique qui puisse exister. Voilà, c'est la charge de l'électron et du proton. 1,6 fois 10 exposant moins 19. Et on retrouve l'induction qui vaut 0,3 Tesla. Voilà, ça c'est bien en kilos. Ceci c'est en Tesla. Ceci c'est en Coulomb. Et ceci c'est en la vitesse en mètres par seconde. Voilà. Bon, on va calculer tout ça. Alors, ici il y a des petites choses à dire. J'espère que je ne vais pas me tromper dans le calcul. Hein. Ici, tout d'abord, la machine. Si vous mettez... je vais dans Shift Mode. Je vais vous montrer. Ici, si vous allez dans Shift Mode Setup, je recule. Ici, pour avoir le fixe, je vais mettre 9. Vous ne pouvez pas travailler comme ceci avec, je veux dire, en fixant des décimales. En fait, ici, comme vous avez des grandes puissances, hein, 10-14, 10-27, 10-19, vaut mieux travailler en notation scientifique. Donc, je vais mettre Shift. Et encore ici, si vous mettez que 3 décimales ici, en fixe, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, vous n'aurez pas de valeur. Parce que les valeurs sont très loin, trop éloignées là-bas. Donc 3 décimales, ça n'ira pas, 4 non plus, 5 non plus. Donc vous me calculez, je veux dire avec la notation scientifique, vous allez dans Shift, mode dans le Setup. Ici je me suis trompé, c'est Shift, Setup. Voilà, vous reculez pour avoir degré radian, grade c'est 1, 2, 3, puis vous avez 4 fixe et scientifique. Voilà, vous reprenez le 2. Le 2 scientifique. Et vous mettez le maximum jusque 9. De 0 à 9, ça fait 9, voilà. Et là, je veux dire, vous allez avoir les calculs avec 9 décimales et une notation scientifique que vous avez ici, 0, 0. Tout d'un coup, il vient de mettre 0, 0 en puissance. Voilà, et en calculant ça, on va regarder comment ça fait. Bon, je vais calculer... Ah oui, ici, j'ai oublié de diviser par M. Parce que j'ai mis 2 EC, mais j'ai pas mis divisé par la masse. Mais la masse,
qui fait la masse du proton 1,67 26 219 fois 10 moins 27. Voilà. Alors, je vais d'abord calculer ceci et regardez combien ça fait. Alors là, faites très attention, quand vous calculez ça, mettez des parenthèses comme ceci au numérateur et au dénominateur pour éviter tout couac. Voilà. Bon, on va calculer ça. Donc, je vais calculer 2 fois 3 fois... oui, en gros, ici, sur quoi peut-on bouger? Ça, la constante. La masse du proton, c'est une constante. La charge du proton, c'est une constante. Donc, on ne sait pas jouer sur ça. Ce qu'on sait manipuler, c'est le champ magnétique en Tesla en réglant le courant. Un courant dans la bobine pour avoir un champ magnétique plus grand ou plus petit. Donc, si le champ magnétique augmente, le rayon diminue. Si le champ magnétique diminue, le rayon augmente parce qu'ils sont inversement proportionnels. Bon, et on peut jouer aussi sur la masse ici, elle est constante. On peut jouer sur l'énergie cinétique. Plus l'énergie cinétique est grande, et plus le rayon, la trajectoire, c'est grand, Donc il y a deux paramètres où on peut modifier. C'est l'énergie cinétique, la vitesse avec laquelle elle est lancée, et si vous voulez, l'induction. Il y a deux paramètres qui vont influencer le rayon de la trajectoire. Si l'énergie cinétique est grande, le rayon de la trajectoire sera grand. Si l'induction est grande, mais le rayon de la trajectoire sera peut-être... Et on peut influencer le rayon de la trajectoire grâce à la bobine ici. Voilà. Grâce à la bobine, on peut influencer. Et grâce, bien sûr, au jet, à projection de la particule. Bon, maintenant, on va faire nos calculs. Donc, j'ai dit que c'est 3 fois 10 exposant 6. Donc, racine carrée de 2 fois 3 fois 10 exposant 6. Voilà, ça veut dire que j'ai 2 fois 3 mégas. Et maintenant, je vais mettre fois 1.6 fois 10 exposant moins 19. Voilà. Je vais diviser par parenthèse 1,67 26 219 fois 10 exposant moins 27, fermez parenthèse, je ferme la parenthèse complète. Voilà. Voilà, j'ai 2,395 fois 10 exposant 7. Voilà, que je vais multiplier par le nombre là, fois 1.67 262 19 fois 10 exposant moins 27 kg, et je divise par 1.6, voilà, et divisé par 10 exposant moins 19, voilà, et je divise maintenant par 0,3, et voilà, j'ai 8,34 fois 10 moins 1 mètre. Donc j'ai 8,34, 8,35, hein, si je mets au centième, je vais mettre au centième, 8,35. Donc j'ai le rayon de la trajectoire qui fait 8,35 fois 10 moins 1 mètre. Ce qui fait 0,835 mètres. Ce qui fait 83,5 cm. 83,5 cm de trajectoire. Le rayon de la trajectoire fait 83,5 cm. Voilà. Et donc, je vous dis bien, si vous augmentez le champ magnétique en modifiant le courant dans la bobine, mais le rayon va diminuer. Si vous diminuez le champ d'induction, le rayon va augmenter. Donc ça augmente. Hein. Si le rayon trajectoire augmente, ceci augmente. Voilà, je vous remercie.